Bonjour tout le monde et bienvenue à l'envers de la médaille. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir mon ami Emmanuel Ouellette. Manu, merci d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir, toujours. Manu, pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te présenter. Tu as 42 ans et tu es chrétien. Tu te racontes avoir rencontré le Seigneur dans un pénitencier alors que tu purgeais une peine à perpétuité de 25 ans pour meurtre au premier degré. Après 18 ans d'incarcération, tu as été libéré. Depuis ta libération, tu sers au sein de l'église Good News Chapel où tu saisis chaque instant pour tendre la main à ceux qui croisent ta route avec un dévouement sincère. De plus, tu utilises maintenant ton témoignage pour inspirer et encourager les gens à prendre un meilleur chemin. Tu as également lancé et revendu Trompette Média, une entreprise qui a aidé de nombreuses entreprises à accroître leur visibilité sur le web. Sur le plan personnel, tu es marié à une femme extraordinaire nommée Noah. Charlotte à Noah, félicitations. Merci. Et aujourd'hui, tu es co-animateur du podcast Pour de vrai, un podcast chrétien qui connaît un succès important et qui a un impact positif sur de nombreux jeunes qui vous écoutent. Mani, avant qu'on rencontre sur l'histoire comme elle la connaît aujourd'hui, partage-nous un petit peu ton histoire d'avant. Comment c'est arrivé? Quel genre d'environnement que tu étais? Puis de nous emmener peut-être à cette fameuse journée. Je viens d'une famille défavorisée, mère monoparentale, problème de consommation, problème de santé mentale. Je suis fils unique. Fait que c'est moi puis ma mère. On vit notre vie un petit peu comme ça. Beaucoup de précarité, déménagement fréquent. Toute ma jeunesse, j'ai rêvé d'avoir une famille. Moi, je voulais juste une famille normale. Maman, papa, puis la maison avec la petite clôture, puis un petit chien, 2 autos, un garage, tu sais. Mais ma réalité était complètement différente de ça. Comme je te dis, déménagement fréquent, différents quartiers, jamais des trop bons quartiers non plus. Grâce à Dieu, je performe super bien à l'école. Fait que ça me permet au secondaire d'avoir une bourse. Fait que je me retrouve dans une école privée où je suis pensionnaire. Fait que ça va m'exposer à une dynamique qui est différente un petit peu de ce que moi j'ai connu avant ça. Je vais être exposé à des gens qui ont des moyens différents puis qui vivent des vies différentes un petit peu. En secondaire, à la fin de mon secondaire 2, on va mettre fin à ma bourse parce que j'ai fait une fraude avec des billets d'autobus à l'école. Fait que je me suis fait pogner, puis ils m'ont pas mis de sanction, ils m'ont pas fait rembourser, mais ils ont dit on va pas renouveler la bourse. Fait que je me suis retrouvé de retour à la maison. Secondaire 3, je suis avec ma mère. À ce moment-là, j'ai 14-15 ans. La relation est difficile. Toute ma jeunesse, ma mère, sa réponse à tous mes problèmes, c'est toujours de dire si t'es pas content, fais comme ton père, puis va-t'en. Elle n'utilise pas va-t'en comme mot, tu sais. Mais c'est ça. C'est toujours la même chose. Puis là, j'arrive à un âge où, quand elle me dit va-t'en, j'ai des idées de où est-ce que je pourrais aller, tu sais. Quand j'étais plus jeune, j'allais chez ma grand-mère, mais là, je suis plus vieux, puis j'ai d'autres idées. Il y a un aspect de fierté aussi, fait que je commence à partir. Le résultat va être que la deuxième partie de mon secondaire 3, je suis pas mal sans abri, je te dirais. Okay. Je reste chez des amis, je reste chez ma grand-mère, des fois je dors dans des transports en commun. Des fois je dors chez nous, tu sais, mais il n'y a rien de stable. Secondaire 4, je me retrouve à l'école publique. Puis pour la première fois de ma vie, je réalise qu'il y a du monde qui consomme de la drogue. J'étais super naïf, j'avais jamais observé ça avant. Puis là, tout le monde fume des joints. Puis ils payent 10$ pour des petits sacs. Puis chez nous, pour tout ce qui manquait, il y avait toujours un gros Ziploc rempli de potes dans le congélateur. Fait que je me mets à voler du pot à ma mère. Puis je me mets à vendre ça. Ça prend une semaine. Puis il y a un gars qui va me dire si tu veux vendre, il faut que tu vendes pour moi. All right, pas trop. Tu sais, je me pose pas de questions. J'ai pas de réflexion à ce niveau-là. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? C'est quoi l'impact? Aucune question. Parfait, j'en vends. Puis ben ça, c'est mon introduction, si tu veux, à vendre de stupéfiants. Je te dirais 1 an et demi à peu près plus tard, 1 an et demi plus tard, je me retrouve à vendre du crack. J'avais commencé à fumer du pot, fait que ça faisait plus de sens vraiment de vendre du pot parce que c'était moins rentable. Fait que je me mets à vendre du crack au centre-ville de Montréal, à 6 minutes d'ici. Puis c'est une époque qui est... c'est l'époque qui précède les téléphones cellulaires. Fait que les gens sont encore sur des coins de rue. On tient nos coins de rue. Il n'y avait pas de flip-flap à l'époque. Flip-flap? Les téléphones pliants. Oui, ça existait. Tu sais, Okay, parfait, ça. Mais ce que je veux dire, c'est... Puis je sais pas c'est quoi la réalité aujourd'hui, mais ce que je te dirais, c'est... Moi, j'ai vu la transition de... Ça, c'est notre coin de rue. On est une clique, on tient un coin de rue.
Hmm. Si tu veux acheter du stock, tu l'achètes de nous autres sur ce coin de rue-là, puis c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va acheter sur ce coin de rue-là de quelqu'un d'autre que nous autres. À rapidement, je te dirais, mettons, dans les 4-5 années que j'ai vendu du crack, ça a rapidement flippé au téléphone. Fait qu'on est passé de tenir des coins de rue, tout le monde avait des runs sur des téléphones, Non, pas ça. payé à la carte. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon introduction. Fait que c'est plus rough pendant cette première génération-là. C'est plus intense parce que c'est littéralement tenir des coins de rue. Tu sais, fait que il y a un gars qui se met en face, puis là, tu dis non, tu peux pas être là, puis il dit qu'est-ce que tu vas faire? Fait que là, fait que c'est beaucoup de conflits, puis de. Fait que c'était ça pas mal. Je fais la transition au téléphone cellulaire, je te dirais en euh, 2001, mettons. Là, j'ai sauté une partie, mettons, mais. Fait que, 1999, ma mère va se suicider. Hmm. Je suis au centre-ville de Montréal. Je suis dans un hôtel miteux. Ça vient cogner à la porte, puis c'est mon ami qui vient me voir, puis il m'annonce ta mère est morte. Puis je sais automatiquement qu'elle s'est suicidée. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Plusieurs fois dans ma jeunesse, elle a fait des tentatives de suicide, fait que je sais que c'est ça qui se passe. Mon réflexe, c'est de retourner à l'école. J'ai la chance d'être accueilli par un ami de la famille que j'appelle mon parrain, qui s'appelle Michel, qui a été exceptionnel pour moi. Il m'a pris chez eux un homme célibataire dans la quarantaine, puis il a décidé de s'occuper d'un petit gars de 17 ans, tu sais. Puis il m'a montré... ma mère était super intense dans tout ce qu'elle faisait, puis lui, il était super calme dans tout ce qu'il faisait. Fait qu'il m'a montré quelque chose de différent. Fait que je passe une année là, puis à la fin de l'année scolaire, il dit soit tu trouves une job ou tu déménages. Puis ma réaction à cette question-là, c'est de dire si tu veux pas que je sois là, je vais m'en aller. Si tu me donnes des ultimatums, des affaires comme ça, je me sens rejeté puis je pars tout de suite. Pacter mon stock, je suis parti. J'entends beaucoup de manque d'amour un peu, tu sais, là-dedans. Ah, complètement. Ben, je te dirais que tu sais, aujourd'hui, je sais c'est quoi l'amour. À cette époque-là, certainement, il y a une carence puis il y a un manque d'amour, mais plus encore, il y a une incapacité de ma part à le recevoir. Hmm. Tu sais, je sais pas quoi faire avec ça. Hmm. Quelqu'un qui m'aime, je suis capable de gérer toutes les autres émotions, dans le fond, là, tu sais, mais puis je comprends qu'est-ce qui se passe, c'est ça, mais quelqu'un qui m'aime, tu sais, il y a eu des filles dans ma vie à cette époque-là, puis c'était ça. J'étais pas capable de les apprécier, de chérir les relations, de bien les traiter. Je savais pas comment recevoir l'amour. Fait que certainement, oui, il y avait un manque d'amour flagrant. Mais est-ce que, parce que tu savais, tu sais, ça, tu savais pas le recevoir, tu savais pas le gérer, parce que probablement que tous les amours étaient pas mal transactionnels ou que même ta mère, j'avais déjà entendu qu'il voulait toujours, quand elle te voyait du pot ou quelque chose Oui, en échange de toi, même à ce niveau-là, tu sais. oui, oui, mais c'était... euh, tout était super conditionnel. Hmm. Chez nous, à la maison, là, tu sais. Si j'avais des bonnes notes, ma mère était fière de moi. Sinon, pas tant. Euh, Fait que c'était toujours la performance. Axé sur la performance, il faut que je sois le top, il faut que je sois le meilleur, il faut que je sois le plus, plus. Puis si je le suis pas, ben je mérite pas d'être aimé. Hmm. Fait que peu importe dans quoi je m'investis, je cherche à être le meilleur. Puis si je suis pas capable, ben je vais chercher d'autres choses. Tu sais, fait qu'il y a pas beaucoup de persévérance non plus dans mon parcours à cette époque-là. Hmm. Mais si tu me permets, avant qu'on continue, j'ai une question sur ton enfance, c'est... Manny, tu as grandi avec un père criminel et une mère toxicomane, dans un univers où la survie prenait le dessus sur l'innocence. Y a-t-il un moment où tu as compris que ton enfance n'en était réellement pas une? J'ai juste corrigé, là. J'ai pas grandi avec un père criminel. Il était criminel, mais j'ai pas grandi avec. Il était pas OK. là. Il était pas présent, c'est ça? Zéro. mon père est parti, j'avais 6 ans au Venezuela. Du Venezuela, il est allé en Équateur, puis il est mort là-bas des années plus tard. Fait que j'ai jamais eu de relation avec mon père. Euh, je te dirais, c'est dans la trentaine que j'ai réalisé que j'avais pas eu d'enfance. Hmm. Tu sais, moi, je me souviens... c'est drôle parce que j'ai une mémoire qui est quand même assez bonne. Fait que je me souviens des moments. Puis je me souviens de ma mère qui m'envoie à l'épicerie, puis je me souviens pas à qui elle parlait.
Puis l'autre madame a dit, ben là, tu vas pas le laisser aller faire l'épicerie tout seul, tu sais. Puis elle a dit, non, non, il sait comment choisir, qu'est-ce qui est en spécial. Puis j'ai peut-être 7 ans, 8 ans. Tu sais, très autonome. Trop, Trop vite. trop autonome. Je sais pas. Tu sais, alors que je m'apprête moi-même à avoir des enfants, c'est des questions que je me pose, à savoir comment tu donnes de l'autonomie, comment tu donnes de la sécurité. Je regarde du monde, ils ont des enfants, ils ont 16 ans, puis ils sortent pas tout seuls de la maison, là, tu sais, à un moment donné. C'est que je me demande, c'est surtout pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui fait en sorte qu'autour de toi, tu peux réaliser que ton environnement n'est peut-être pas une bonne. C'est à ce moment-là, pour toi qui est un enfant qui fait beaucoup de choses peut-être un peu anormales dans un environnement anormal avec des parents qui sont peut-être pas des bons modèles à ce moment-là, tu sais, comment qu'on fait pour... C'est quoi les indicateurs qui nous disent, tu sais, puis en étant un enfant tellement jeune, qu'est-ce que tu peux faire, tu sais? Ben, je pense que ta question est bonne. Moi, pour moi, ça, c'était clair. Je voulais pas du tout reproduire ce que ma mère avait comme mode de vie puis comme vie. Fait que j'ai grandi, j'étais très straight, j'étais des bonnes notes, super conservateur, j'aimais ça mettre des petits polos, mais ça rendait ma mère folle. Fait qu'il y a cette dynamique-là qui est présente, puis après ça, il y a ce désir-là intrinsèque de vouloir plaire à ses parents. Moi, je me souviens, ma mère est au téléphone, puis elle parle avec un ami, puis elle dit maudit qu'il est straight. Tu sais, elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable avec moi parce que j'ai 15 ans, puis je bois pas, je fume pas, je veux rien savoir. Tu sais, elle, là, ça, elle comprenait pas. Fait que, ce que j'ai voulu plaire, je sais pas. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'ai 16 ans peut-être. J'ai pas encore 17 ans. Je dois avoir 16 ans, puis je me plains de je sais pas quoi, mais j'ai pas d'argent. Puis là, je me plains, puis elle dit, mais pourquoi tu vas pas au bunker des Hells qui te donnent une job? Mais ça, c'était ma mère. Tu sais, ma mère était comme Ils prennent les CV. complètement... Ça m'a pris longtemps avant de comprendre que c'était complètement marginal. Moi, ma mère qui me dit, petit gars, là, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie sauf être une police dans l'armée ou être un prêtre. Fait que ça donne une idée de ses valeurs. Tu sais, tu veux être un voleur de banque, il n'y a pas de problème. Tu veux être un vendeur de dope, c'est correct. Mais va pas dans la police ni dans l'armée, puis surtout pas être un prêtre. Fait que je me fais mettre dehors. Ben, je me fais pas mettre dehors. Je me fais donner l'ultimatum, puis je décide de partir de la maison. J'ai 18 ans. Puis je retourne à qu'est-ce que je connais. Je retourne sur mon coin de rue. Je suis à 500$ par jour. On est en 1999. Quand même. J'ai 18 ans. Fait que je suis le roi du monde. Tu sais, comme, tu peux pas rien me dire, puis je suis un génie. Puis en plus, je suis smart. Tu sais, comme une de mes faiblesses, c'est ça, c'est que je réussis pas à écouter les gens ou à respecter l'intelligence des autres autour de moi. Fait que je travaille pour du monde pour commencer, puis à un moment donné, je décide que je vais partir ma propre affaire. Je vais me faire poignarder à 18 ans. 18 ans, je vais dans un party à un moment donné, puis je joue à ça. J'ai une grande gueule. Puis je suis pas dans mon quartier. Je suis avec des chums que je pensais que c'était mes chums, mais c'est des chums de un de mes chums. Fait que il était pas tant investi. Fait que quand ça a pété, il était pas là. Je vais me faire poignarder dans le dos. Je vais arriver à l'hôpital cliniquement mort. Pas de pouls, pas de respiration. Puis par la grâce de Dieu, on va me ramener à la vie. Je vais sortir de là 6 jours plus tard, puis je retourne sur mon coin de rue. Ça, c'est l'histoire avec les souliers que tu nous as déjà raconté. Avec les Jordan, ou... c'est ça, je me suis fait poignarder, puis... fait qu'on se battait, puis j'étais pas mal sous, j'ai donné un coup de poing à un gars, puis je l'ai manqué. Fait que je me suis retrouvé à être overextend, dans le fond. Puis quand je me suis complètement comme penché en avant, j'ai juste senti le pincement. J'avais déjà été poignardé avant. Puis là, j'ai reconnu le feeling, tu sais, le petit pincement, puis tu sens le liquide chaud qui te coule dans le dos. Fait que là, j'ai dit, oh, ça, c'est pas bon. Puis on était deux, puis il était comme 4 ou 5, mettons. Fait que déjà là, quand même, ben, je suis pas un super bon batailleur. Fait que j'ai dit, oh, ça va pas bien. Puis là, j'ai dit, OK, comment est-ce qu'on va se sortir de ça? Puis là, il y a une vanne de police qui est passée. Puis j'ai comme fait un signe. Zoom, il a continué, il y en a une deuxième. Oups,
Ils n'ont pas arrêté. Puis là, la troisième, j'ai dit, OK, faut qu'elle s'arrête. Fait que là, je me suis mis devant, il a arrêté. Quand il a baissé sa vitre, je sais pas pourquoi ça faisait du sens dans ma tête à ce moment-là, mais je me suis dit, faut qu'il soit impliqué dans la situation. Sinon, il sortira pas, il y a trop de monde, ils sont juste deux. Fait que quand il a baissé la fenêtre, j'ai donné une claque d'en face. Puis le peu d'énergie que j'avais, je me suis juste reviré de bord, je suis tombé à terre, j'ai enlevé ma casquette, puis j'ai levé mes souliers parce que j'avais des nouveaux Jordan 11. C'est ça. Puis après ça, moi, j'ai passé out. Je sais l'histoire. Après, j'ai été menotté. Ils ont maîtrisé la situation. J'étais dans une mort de sang. Finalement, ils ont appelé l'ambulance. J'ai été pris dans l'ambulance. J'ai été ramené à l'hôpital. Puis il y a une pneumologue à Sacré-Cœur qui m'a sauvé la vie. Fait que, tu sais, Dieu l'a utilisé par la grâce de Dieu. Ça a été comme... c'est incroyable, tu sais, d'arriver là. Puis même là, il n'y a rien qui a cliqué. Fait que je continue à faire ce que je fais. Puis je deviens meilleur. Je connais plus de monde, j'ai plus de plugs, j'ai plus de connects. Puis je vais faire ça. Ce qui est particulier, ou je sais pas si c'est en particulier, probablement que tout le monde vit un petit peu ça, mais quand moi, je me suis mis à faire de l'argent là-dedans, ben j'ai invité mes chums. Tous mes chums sont descendus, puis on s'est tous mis à faire ça. Puis à travers le temps, ben l'argent sépare les gens. Tu sais, ça arrive souvent que c'est comme ça dans ce milieu-là où on priorise l'argent aux relations. Puis je me suis retrouvé à l'âge de 21 ans avec un de mes anciens amis qui s'est mis à fournir un de mes vendeurs. Puis dans ma tête, dans mon ego, ces choses-là, ça s'acceptait pas, tu sais. Fait que je voulais régler le problème, je cherchais une façon de régler le problème. Puis la meilleure façon que j'avais, la plus définitive, c'était de le tuer. Puis pour moi, il n'y avait pas de réflexion à savoir c'est quoi la valeur de la vie ou qu'est-ce que ça représente. C'était vraiment juste de dire, il y a un problème, je règle le problème, pense à d'autres choses. Fait que je me suis couché. Fait que quand j'ai décidé que j'ai passé une journée à stresser puis à voir qu'est-ce que je vais faire, nanana. Puis quand j'ai pris la décision que j'allais le tuer, je me suis couché, j'ai dormi. Je me suis levé le lendemain matin. Puis on est parti le chercher. Faire une histoire courte, là, où je ne sais pas à quel point tu veux que je rentre dans les détails, mais... On a un peu cet incident-là, mettons comment ça s'est passé, puis je vais avoir des petites questions. Fait que mon plan à moi, c'était juste d'aller le tirer en avant de chez eux. Puis ce matin-là, j'ai un de mes chums qui était partner avec moi dans une run que j'avais en dehors de la ville. Il va m'appeler, puis il va me dire... je ne sais plus des détails, mais dans le fond, il y avait une auto qui était louée, qui n'était pas à son nom. Dans toute son histoire, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne peuvent pas la retracer à nous autres. J'ai dit, oh, ça peut être une belle opportunité. Fait que... puis en plus, il était à côté de chez nous. Fait que je dis, ben viens chez nous. On fume un joint. Puis là, j'explique ma situation. Puis je dis, je vais aller tuer... Je dis plus son nom. Fait que on m'a demandé de ne pas dire son 100%. nom. Fait que je vais aller le tuer. Puis mon chum va dire, OK. Fait que... on se prépare à partir, puis à ce moment-là, le partner que j'avais dans la run que j'avais à Montréal va arriver chez nous, puis là, j'explique encore la même situation, puis là, je dis, tu sais, j'ai pris la décision que j'allais régler le problème. Tu viens-tu avec nous autres? Il dit, ouais. Fait qu'on part ensemble, on va le chercher, on l'embarque dans le char. Puis tu sais, je dis, on l'embarque dans le char, on l'a pas pris par force, j'ai raconté une histoire abracadabrante un petit peu, puis il est embarqué dans l'auto. En même temps, c'était un petit peu menaçant, là, fait que c'était comme... Tu sais, je me souviens de l'avoir présenté comme ça auparavant, mais de dire... tu sais, dans ces situations-là, tu sais que ça va probablement mal tourner. Ce que tu te dis, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que ça tourne le moins mal possible, tu sais? Je comprends. Fait qu'il nous suit. Puis là, à cette époque-là, on avait une run à Drummondville, moi puis mon chum. Puis là, ils ont dit, aller à Drummondville. Il va y avoir plus de place pour gérer ça. On s'en va à Drummondville. Rendu à Drummondville, on va voir notre gars qui vendait pour nous à Drummondville. Il nous pointe une place. Où est-ce qu'on pourrait aller? Fait que on cherche la place, puis on la trouvera jamais. Puis à un moment donné, on roule, ça fait tellement longtemps, on est rendu sur une route de gravel. Là.
Puis là, je perds patience, j'arrête le char. Bonjour tout le monde, je voulais prendre un court instant pour remercier les commanditaires qui ont chaleureusement soutenu la réalisation de la saison 1 de l'envers de la médaille. D'un côté, vous avez Construction CD avec une spécialisation en rénovation, construction et une spécialisation aussi en revêtement extérieur, donc je le recommande fortement pour vos travaux en tout genre. Et d'un autre côté, vous avez Construction à l'extérieur, qui est une entreprise transmise de père en fils, qui est une entreprise en sciage de béton. Si jamais vous avez des travaux pour du béton à faire couper, sincèrement, c'est une entreprise familiale, une entreprise incroyable. C'est des gens aussi qui n'ont pas hésité à soutenir le projet quand on leur a parlé de la vision qu'on avait avec l'envers de la médaille. Et par-dessus tout, je voulais vous dire à vous un énorme merci de faire partie de notre auditoire. Je suis toujours surpris de voir qu'il y a des gens qui prennent de leur temps pour cliquer et regarder les choses qu'on décide de produire pour vous. Sincèrement, ça me fait vraiment chaud au cœur et merci de choisir l'envers de la médaille. Je vous souhaite vraiment une bonne écoute. À ce moment-là, je ne vais pas t'interrompre, mais Montréal-Drummond, ça se fait pas en 15 minutes. C'était quoi l'état dans le véhicule des gens? Cette personne-là Tu as apparaît. 4 personnes différentes. Je te l'ai approché comme ça. Tu as un gars qui est complètement déconnecté, qui sait clairement qu'il s'en va le tuer, qui n'a aucun doute de ça dans son esprit. Tu as 2 gars qui suivent. Mais eux, ils pensent pas vraiment que ça va se passer. Tu sais, ouais. Tu sais, on a tout un chum, probablement, qui m'a le tuer, tu sais. Ben, il le tue pas, mais il le dit, tu sais. Fait qu'eux autres, ils suivent, mais je pense pas qu'ils perçoivent mon niveau d'engagement dans cette démarche-là. Puis t'as la victime qui est là, qui, comme je te dis, je suis sûr qu'il sait que ça va pas bien. Mais il se dit, bon, ben, peut-être je vais manger une table sur la gueule. Peut-être je vais en manger une bonne. Peut-être qu'ils vont sortir un bat de baseball. Je le sais pas. Il essaye de pas faire de vagues parce qu'il veut que ça finisse le moins pire possible. Mais si tu me demandes ma lecture, c'est ça qui se passe dans l'auto. Okay. Mon problème, c'est que moi, je suis convaincu que tout le monde sait qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a aucune partie de moi qui est capable de concevoir qu'eux autres, après que je leur ai dit que je voulais aller tuer l'autre, ils n'ont pas compris ce que je voulais faire. Fait que je vais dire, arrête le char. Il arrête le char, je vais sortir du char. Je me souviens pas de l'ordre, mais un des deux va me dire, attends, il faut que je te parle. Puis là, il sort, puis là, on fait comme si on était en train d'uriner sur le bord du chemin, tu sais. Puis là, il me dit, fais ça demain. Dans la tête, je me dis, mais voyons, non. Comme tu as dit, Drummondville, Montréal, c'est pas... On a fait toute la route. Pas vrai qu'on va se claquer ça encore. Je comprends. Puis ma décision est prise. Je suis engagé, je suis décidé dans ce que je vais faire. Fait que je dis non. Puis là, l'autre va sortir, mon autre chum va sortir, puis il va se joindre à la conversation, puis là, ça devient une conversation trop longue, puis je perds patience, puis j'ouvre la porte du char, puis je dis « OK, viens-t'en avec moi. » Avec la victime qui est dans l'auto. En ce moment-là, tu es déjà armé. Oui. Tu es déjà prêt. 100%. OK, j'écoute. À ce moment-là, il est déjà mort dans ma tête. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. La réalité, c'est pas actualisé, mais dans ma tête, c'est fait. Puis c'est ça mon grand problème. C'est que je suis pas capable de démordre de cette idée-là que je me suis faite. Il y en a plein de red flags, de stop signs, de dire « Hey, arrête, non. » Puis à ce moment-là, il n'y a aucune partie de moi qui est capable de dire « C'est quoi, des buzz? Mets ton ego de côté. On retourne tout à la maison. Il n'y a rien de grave qui est arrivé. Non, il faut que... Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je finis pas la job? » Tu voulais à ce moment-là en faire un exemple pour les gens qui touchent à tes affaires? Tu vois, ce qui est drôle avec ça, c'est que ça marche pas, ça. Parce que si tu en fais un exemple, il faut que tu mettes ton nom dessus. Si tu mets ton nom dessus, tu vas te faire arrêter. Fait que c'est une drôle de dynamique, ça. Tu sais, cette idée-là de faire un exemple, là, tu sais, pas faire la joke, là, tu sais, mais toi, le jeune qui vend de la dope à la maison, fais pas d'exemple, parce que ça marche pas, tu sais. 100%. J'essaie de comprendre tout l'état, les pensées que tu avais derrière. L'état d'esprit à ce moment-là, pour moi, ma business, c'est ma vie. Toutes mes relations tournent autour de ma business. Ouais. Je traite tout le monde comme si c'était des moins que rien.
mais je mets de l'argent dans leur poche. Fait qu'ils m'endurent. Hmm. Fait que je pense pas que consciemment, je le sais, mais subconsciemment, c'est très clair. Fait qu'en ce moment, personne t'aime, mais t'es indispensable. Exactement. Fait que si ça s'en va, je suis fait. J'ai plus rien. Hmm. C'est mon identité, c'est ma raison d'être. Fait que quand lui, il attaque ça, ben il m'attaque moi. Hmm. Tu sais? C'est comme ça que je le vois. C'est presque comme de l'autodéfense, dans ma tête, là, tu sais. Mhm. Tu validais, en fait, que tu faisais Je ça. justifiais C'est exact. complètement, à fond. Hmm. Puis je vais me retrouver, c'est ça, à sortir du char, je vais l'amener dans le bois, je vais le tirer, je vais rembarquer dans le char. L'autre qui est avec moi rembarque dans le char aussi. Mon chum qui était conducteur, personne ne dit un mot. Puis on conduit. Puis on va revenir à Montréal. C'est une ride très silencieuse. Je vais aller me débarrasser de l'arme dans la rivière des Prairies. Je vais retourner chez nous comme si de rien n'était. Puis ma vie va être normale jusqu'à temps que la police débarque. Tu sais, puis bon, c'est ça, mais ouais. Si tu me permets, Manny, parce que on a passé un petit peu rapidement devant, puis j'ai une ou deux petites questions par rapport à ça, mais Manny, ce jour-là, tu as demandé à cette personne d'avancer vers le bois. Elle t'a regardé et t'a dit « Ça se reproduira plus jamais, je vais Ouais. partir, tu m'en reverras plus jamais. » À cet instant précis, as-tu pas envisagé de le laisser partir un peu? Même pas une minute. Un cœur renfermé à 100%. Non, c'était... On était déjà rendu là. Hmm. Ton idée était trop faite. C'est plus qu'une idée, c'est que je suis tellement investi dans ça que si je me détache de ça, je perds la face. Tu perds ton identité. 100%. C'est fou le niveau de manque d'empathie. À ce moment-là de la personne que tu étais aujourd'hui. Parce que je connais le Incroyable. Manny d'aujourd'hui. Oui. Tu sais. Ah oui, ça existe même pas. Hmm. Quand ma mère s'est suicidée, puis que mon chum est venu me voir dans la chambre d'hôtel, c'est lui puis un autre gars. Puis il me dit mes condoléances, ta mère et moi. Hmm. Puis je vais m'allumer une cigarette, puis je vais dire maudit qu'elle est conne. Hmm. Puis ça va être ça ma réaction. Puis ça, fait que je vais aller chez ma grand-mère. Quand j'ai vu ma grand-mère, j'ai pleuré. Je vais repartir le soir, j'appelle mes chums. Puis je sais pas combien d'alcool qu'on a bu, là, mais Hmm. Pas j'en mal. ai bu. Puis je te dirais, on se promenait dans la rue, puis n'importe qui que j'ai vu ce soir-là, on se battait. Tu sais, fait que c'était comme, c'était ça le niveau de colère, De de gestion frustration. d'émotion que tu avais. Puis cette histoire-là est racontée par la suite. Puis le nombre de fois que les gars, ils disent... Parce que, tu sais, je me mets dans leur point de vue à eux, là, tu sais. Mhm. Les gars, ils disent, le gars, c'est un malade, là. C'est une machine. On lui a dit que sa mère était morte, et elle me dit, arrête. Maudit quelqu'un. Pas pleurer, rien. Puis c'est quoi la réaction que les gens ont par rapport à ça? C'est qu'ils me regardent, puis ils font, oh, wow. Et solide. Puis moi, je m'investis dans cette image-là de froid, de dur, d'insensible. Fait que là, plus que je m'investis là-dedans, plus que je me déconnecte. Déjà que j'étais pas mal déconnecté pour commencer. Tu sais. Ouais. Mais je me déconnecte de plus en plus. Pour arriver à un point où la vie humaine, pour moi, tu sais, je te remets dans l'état d'esprit, là, on est en 2003. En 2000, je me suis fait poignarder. 2001? Je me souviens plus. Décembre 2000. En 99, ma mère s'est suicidée. L'été de 2003, moi, j'ai 2 chums qui se sont fait tuer, puis j'ai un chum qui a tué quelqu'un. Hmm. Qui s'est fait, tu sais, qui... tu peux aller revoir dans les statistiques, le 2003, c'est comme... Suite à la guerre des motards, c'est l'année la plus meurtrière, puis après ça, c'est devenu... ça a baissé. Mais cette violence-là était comme partout. Hmm. Puis moi, je m'auto-justifie là-dedans. Je vis dans ce monde-là où il y a des règles. Tu brises les règles, il y a des conséquences.
Puis j'ai une opinion tellement élevée de moi-même que je pense que je peux imposer des conséquences. Fait que si toi, tu t'es écarté un peu, ben moi, je vais te le montrer que tu t'es trompé. Hmm. Tu sais, il y a une absence complète d'humilité, une absence complète d'émotion, puis justement d'empathie. Ça, c'est sans l'ombre d'un doute. Hmm. Annie, si tu me permets, lors de l'incident, tu as pu tirer qu'une seule balle avant que ton arme s'enraye. Te laissant face à cette personne agonisant. À cet instant, t'es-tu senti prisonnier de ton action ou est-ce que c'est le moment où que ça semblait juste être une suite logique à ta réalité? Je me suis pas posé la question. Tu sais, ma seule appréhension, ma seule peur à ce moment-là, c'était de dire. euh, Puis je me souviens, je suis rentré dans l'auto, puis c'est ça que j'ai dit. Je l'ai dit en anglais, là, I hope he doesn't hold a grudge. J'espère qu'il m'en tiendra pas rancune, mettons. Tu sais, mais Hmm. avec l'idée, dans le fond, j'espère qu'il va mourir. Parce que je voudrais pas avoir à gérer la situation encore. Wow. Tu comprends? Fait que c'est comme ça que. euh, c'est comme ça que je l'approche. Tu sais, Fait qu'il n'y a pas un moment où ce que la personne était là. J'imagine, tu sais, la scène où ce que tu sais cette personne-là, tu le vois dans ses yeux qui capote puis qui comprend ce qui se passe puis tu essaies de finir ton je travail. t'arrête. On est le soir. OK. On est dans le bois. OK, tu vois rien. Tu vois rien. OK. Tu sais, je te dirais, le seul moment que je vois, c'est quand finalement le gun tire. Là, Hmm. tu as un petit peu de lumière. Bang. Mais c'est vraiment ça. C'est noirceur, 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 flash, bang, noirceur. Ça marche pas. Il a rien. Bon, OK, on s'en va, on restera pas ici. Hmm. Tu sais? Fait que non, moi, ça va me prendre encore, si on est en 2003, ça va me prendre facilement 15 ans, peut-être 12-15 ans, avant de me poser cette question-là. Hmm. De qu'est-ce que lui a vécu dans ces heures-là, Tu dans le bois, tout seul. hmm. Tu sais, de te poser la question, mais je pense que c'est plutôt d'être capable de ressentir, de te mettre dans la peau de la personne, d'avoir cette espèce d'intelligence, parce que Hmm. de te poser la question, je pense qu'à ce moment-là, même si tu aurais su la poser, je pense pas que tu aurais été capable. Tu avais la capacité Oui, de... ben c'est ça, j'aurais été insensible de toute façon. Euh, mais c'est ça, ça m'a pris des années avant de me rendre à ce point-là. Hmm. Wow. Hmm. Fait que par la suite, vous êtes reparti vers Montréal. On revient à Montréal. Euh, c'est drôle parce que je me souviens pas tant de la route pour revenir, je me souviens juste quand on a pris le tunnel. Ça, c'est clair comme image, de rentrer dans le tunnel. Les néons. C'est ça, je suis retourné chez nous. euh, comme si de rien n'était. Une autre journée au bureau. Tu sais, mais c'était ça. C'était Hmm. ça ma vie. C'était pas. Tout ça me semblait très normal. Hmm. Il n'y a rien là-dedans qui me faisait dire oh, voyons donc. Ah, mais non. Pas une fois, pas une peur, pas un moment de imagine, je me fais pogner, pas une espèce de... Ah, ben, il y a quand même. Oui, tu sais, je me débarrasse du gun. Il y a comme En même temps, j'ai pris toutes les mauvaises décisions. Là, d'aller tuer quelqu'un Hmm. avec deux chums, jamais une bonne idée. Un gars à Drummond que tu as posé la question En de choix, trop plus, témoin, un témoin de un autre trop. qui est venu témoigner. Euh, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire. Mais non, ça va arriver le vendredi. La police vont arrêter euh, un des gars qui est avec moi. Hmm. Puis là, je l'entends par son frère. Puis là, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Fait que là, il commence à avoir un petit peu de pression. Euh, mais, euh, tu sais, je te dirais, le moment où c'est vraiment devenu vrai, c'est le jour où ils ont découvert le corps. Puis je Hmm. me souviens de l'appel, hey, regarde LCN. Puis je regarde LCN. Puis là, je shake, là. Mes os étaient plus des os, là. C'était juste du cartilage, je pense. Hmm. Là, ta Ça, réalité devient pas mal différente. ben, ma réalité reste la même à ce moment-là, mais il y a une conscience de. Ben là, ils l'ont le corps. Hmm.
c'est plus vrai. Hmm. Tu sais, son père a fait la page du journal, la première page du Journal de Montréal le lendemain ou le surlendemain de sa disparition. Là. Hmm. Je viens d'avoir pris le journal, puis ça m'inquiétait pas tant. C'est ça, il trouve le corps, là, je fais, oups. Mais même là, ça change pas tant grand-chose. Je me souviens, c'était en novembre, tu sais, puis j'ai fait mon magasinage des fêtes pareil. Wow. Tu sais, Déconnecté à chaque instant. complètement. Je vivais dans mon monde à moi, puis c'est ça, dans ma réalité personnelle. Tu disais-tu, je sais pas si tu trouvais le moyen même de voir le bon côté en disant je vais aller en dedans, puis au pire, je ressortirai avec une encore plus grosse réputation. Tu trouvais-tu moyen de valider encore? Je me souviens que je me regardais, puis je dis, ben, peut-être que je pourrais prendre du poids si jamais je rentre en dedans, mais j'étais convaincu que je serais acquitté de toute façon. Tu sais, je te dirais, à partir du moment où ils ont trouvé le corps, j'ai commencé à avoir une peur de me faire arrêter, mais j'étais convaincu que je serais acquitté. Parce que tu disais, ils pourront pas le trouver. Ils pourront pas le prouver. Prouvé, ouais. Je me Hmm. pensais tellement intelligent. Hmm. Ouais, fait que ça c'est clair. Mais sinon, j'avais pas peur de. Hmm. Tu sais, au point tel que le jour qu'ils sont venus m'arrêter, ils arrivent avec le mandat. Puis là, ils nous disent, on a un mandat pour toi. Ma réaction, c'est de dire, c'est pour d'étiquette. Tu sais, parce que. Il me dit non, puis tu sais, c'est ça. Il me dit non, puis là, je dis, oh, j'aimerais ça le voir, ton mandat. Tu sais. Puis sur le mandat, il y avait un autre nom avec le mien. Fait que je savais qu'il y avait une des personnes qui avait parlé. Euh, c'est ça. Ouais. Hmm. Fait que là, ils t'ont arrêté. Ouais. T'es 9 allé, décembre 2003. t'es allé, t'es allé en cours. Tes gens ont Même ça prend témoigné longtemps, ça. pendant que tu Tu sais, tu te fais arrêter, je me fais arrêter le 9 décembre 2003. Mon procès va avoir lieu en septembre 2005. OK. Fait que c'est pas. Ça a pris 2 ans. T'es longtemps dans une cellule à attendre, puis à te vendre l'idée que non, non, tu vas être acquitté, puis tout va bien se passer. Tu sais. Hmm. Ça a pris un bout. Puis suite à ça, des gens qui étaient là ont témoigné contre toi, parce que je connais pas l'histoire. J'ai essayé de la retrouver Ouais. sur les médias, j'ai pas été capable. OK. Euh, Ben, en gros, là, je rentrerai pas dans les noms parce non, que je non, pense non, pas que c'est c'est pas pertinent, important. là, tu sais, mais on était 3 gars. Il y avait un chauffeur, puis il y avait un autre gars. Ouais. Bon. Ben, l'autre gars va témoigner. Mhm. Le chauffeur, en fait, va plaider coupable avant le procès. OK. Il va plaider coupable à une accusation réduite, mais va rendre très clair à la couronne qu'il ne viendra pas témoigner. OK. Fait qu'il ne témoigne pas à mon procès. L'autre gars va venir témoigner. La réalité du procès, c'est que c'est un procès qui était planifié pour 3 semaines, qui va durer 2 mois. Hmm. Euh, les témoignages sont chambranlants. Hmm. Tout le monde qui est impliqué là-dedans est criminalisé à différents niveaux. Fait qu'il y a quand même une culture qui est là, qui prévaut de silence. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a quand même du monde qui parle, mais il y a du monde qui parle juste parce qu'ils savent pas comment pas parler, tu sais. Hmm. Mais les témoignages sont tout croches. Il n'y a pas tant de preuves que ça. Puis le fait que le corps soit resté dans le bois pendant 2 mois fait en sorte qu'il n'y a aucune preuve tangible. Tu sais, le coroner va venir puis il dit, je peux pas vous donner la cause du décès. Tu sais, fait qu'il y a tous ces aspects-là. Après, ça va durer 2 mois pour arriver aux délibérations. Mes délibérations vont durer la première semaine, puis après une semaine à peu près, le jury va revenir et vont dire, on n'est pas capable d'en arriver à une décision. OK. Puis la juge va les renvoyer puis va dire, faut que vous vous entendiez. Puis ils vont revenir un vendredi, le 28 octobre 2005, à 12h05. Puis si tu me demandes mon opinion, je serai convaincu de ça jusqu'à temps que eux autres me disent le contraire, là, mais ils ont dit non, ça fait 2 mois qu'on est ici, ça fait 2 semaines qu'on est séquestrés, ce sera le fun dans la maison pour la fin de semaine. Hmm. C'est si important que ça pour toi qu'il soit pas coupable? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit ouais, je suis peut-être pas tant sûr. Enfermez-les. Hmm. C'est ça qui est arrivé. Vendredi après-midi, puis tu sais, aujourd'hui, je peux dire grâce à Dieu, c'est la grâce de Dieu sur ma vie, tu sais. Parce que tu penses que c'est une des meilleures choses qui doit arriver au final?
Parce que la pire chose, tu aurais Moi, c'est été là que j'ai sorti. rencontré Jésus. Mais tu serais où aujourd'hui, tu comprends? Ben, je parlais de ça avec un gars hier. Puis je me souviens du jour, je suis dans le cours à Archambault pénitencier. Puis je marche, puis en prison, là, tout le monde, s'il était dehors, ça irait bien. C'est jamais comme si, tu sais, ah, mais là, peut-être que je voudrais que je travaille, ou peut-être que j'aurais des dettes, ou peut-être que. C'est toujours, je serais riche, puis j'aurais le char que je veux, tu sais. Puis je me souviens, je marchais, puis j'avais entendu une histoire de. J'ai deux amis d'avant, là, tu sais, avant que j'aille en prison. Je sais pas c'est quel niveau parce que je suis pas rentré en contact avec eux, mais j'avais entendu des histoires, mais qui se sont fait tirer, puis un qui est en chaise roulante, puis je pense pas qu'il pouvait bouger ses bras, puis l'autre était dans un lit. Même pas capable de bouger plus que ça. Puis l'idée m'avait frappé, tu sais, de tu serais où? Tu serais où si t'étais pas ici? Tu sais, puis ce qui m'était sorti de ça, c'était faut jamais idéaliser l'alternative. Tu sais, on se dit, ouais, mais si c'était pas de même, ce serait mieux. Mais si c'était pas de même, peut-être ce serait pire. 100%. Fait que je connaissais pas encore Dieu à l'époque, mais cette idée-là m'a frappé. Fait que moi, c'est là que j'ai rencontré Dieu, la prison. J'haïrai jamais la prison. Je parlerai jamais de mon expérience là comme quelque chose de négatif. J'ai eu la chose qui est la plus chère à mon cœur. C'est là que je l'ai trouvée. Parle-nous un peu justement de comment c'est arrivé. Histoire courte de mon incarcération. J'arrive dans un environnement pour lequel je suis pas mal adapté. Il n'y a rien qui me choque bien, bien. Je me remets à vendre de la dope à l'intérieur des murs. Fait que je vais me faire transférer dans un sécurité maximum. Sécurité maximum, je vais avoir une prise de conscience. Redescends au médium. À ce moment-là, j'ai peut-être 6-7 ans de fête. 8. J'ai 8 ans de fête. Puis là, qu'est-ce que je vais faire pour que mon temps y compte? Là? Comment je peux rendre ça comme significatif? Puis la réponse que je trouve, c'est que je vais lire tous les classiques de la bibliothèque. Fait que je m'en vais à la bibliothèque, puis je rentre. Puis en rentrant, je vois le livre, puis c'est écrit Hemingway. J'avais jamais lu de livre de Hemingway, mais je savais que c'était un grand auteur. Fait que je prends le livre, je sors. Puis le livre s'appelle For Whom the Bell Tolls. Puis dans le livre, il y a une citation. Puis dans la citation, il y a une phrase. La mort de quiconque m'amoindrit parce que je suis impliqué dans l'humanité. Donc, dans cette chose-là, je réalise deux choses. Un, que je fais partie de l'humanité. J'ai toujours été en compétition avec l'humanité. J'ai toujours l'impression qu'il faut que je sois meilleur que tout le monde. Puis que si je l'ai, je veux pas que tu me le voles. Puis là, il y a cette idée-là, je fais partie de l'humanité. Puis la mort de quiconque m'amoindrit. Fait qu'en dehors de ce que j'ai vécu, puis ce que le système pénal judiciaire a mis comme conséquence, cette mort-là m'a affecté, puis c'est moi qui l'ai causé, tu sais. Fait que là, ça... Je dis « wow ». Puis je vais écrire une requête. La citation est en anglais. Fait que tout le staff est francophone. Mais il y a un aumônier qui est anglophone que j'ai croisé dans une ou deux activités. Puis je vais écrire une requête. Je vais dire, écoute, ça me semble spirituel, est-ce qu'on pourra en parler? Puis on va passer 6 mois à en parler. Puis il m'invite à la chapelle. Puis je dis, non, c'est correct. Puis il m'invite, puis je dis, non, l'église, c'est pas pour moi. Parce que c'était en même temps que le football à ce moment-là? Ben, ça, c'était mon excuse. OK. J'avais pas vécu l'expérience, puis j'étais pas très ouvert d'esprit. OK. J'avais pas tant le goût de vivre ou de voir qu'est-ce qu'il y avait. Mais effectivement, il y a un gars avec qui... un gars que je croise dans le bureau de l'aumônier. Fait que des fois, c'est moi qui rentre, puis c'est lui qui sort. Des fois, c'est moi qui sors, c'est lui qui rentre. Puis on se parle dans la rangée, puis il arrête pas de me dire « Tu devrais venir à la chapelle. » Puis sinon, justement, j'irai pas à la chapelle. Je regarde le football le dimanche. Puis il me dit « Tu devrais venir à la chapelle. » Là, il insiste. Puis ma réponse, ça va être de dire « Mais que la saison soit finie, tu viendras me revoir en attendant. » Ça voulait dire, laisse-moi tranquille. Là. Il n'a pas compris le message pantoute parce qu'à la fin, premier dimanche qu'il n'y a pas eu de football, il vient me voir et il dit « Il n'y a pas de football aujourd'hui. Viens-tu à la chapelle? » Je suis un gars de parole, tu sais. Fait que je m'habille, on s'en va à la chapelle. Puis ce jour-là, il y a un homme qui s'appelle Danny Lorenzen qui prêche la parole. Puis Danny va faire un appel au salut
Donc, pour ceux qui ne vont pas à l'église, là, tu sais, mais c'est donner une invitation à recevoir Jésus, à prier une prière de repentance, à reconnaître qu'on est un pécheur, puis à dire, Dieu, j'ai besoin de ton aide. Puis j'ai le goût de prier avec lui, mais j'ai pas le courage de lever la main. Puis il va dire, gloire à Dieu, il va dire, si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas levé la main, allez parler à un bénévole. Puis je vais parler à un bénévole. Puis il va me poser la question, il va dire, est-ce que tu as déjà accepté Jésus? Puis je vais dire non. Il dit, est-ce que tu aimerais ça? Je dis oui, mais je suis pas prêt. Puis il va partir à rire. Il rit de moi carrément. Il dit, c'est quoi ton plan pour que Dieu envoie son fils pour toi puis que tu te prépares pour ça? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi les étapes que tu veux suivre? Puis j'essaie de me défiler. Fait que je dis, tu comprends pas, j'ai tué quelqu'un, tu sais. Fait qu'il rit encore. Puis il marche d'ici à là-bas. Puis il va chercher un Nouveau Testament des Gédéons. Puis il l'ouvre. Puis il va me lire Acte 7, le meurtre d'Étienne. Puis le premier verset de Acte 8. Et Saul consentit au meurtre d'Étienne. Puis il va me dire, Saul, c'est en fait Paul. Puis Paul a écrit le 2 tiers du Nouveau Testament. Il dit, Dieu peut utiliser aussi un meurtrier. T'as été dans la vente. Si t'as plus d'objections, à un moment donné, tu finis par signer, tu sais. Fait que j'ai pris la prière avec lui. Puis je vais retourner dans ma cellule ce soir-là, puis je vais continuer à lire. Puis je vais lire le lendemain, puis je vais lire le surlendemain, puis à toutes Tu les lisais jours. la parole? Toujours la Bible. Fait que je lis Acte 8, Acte 9, 10, 11. Parce que tu as été interpellé par son passage. Ce passage-là de la Bible, le premier que tu as lu? Oui, mais surtout que j'ai prié une prière. Puis c'est la même dynamique, là. J'étais un gars d'engagement. Fait que si j'ai prié la prière, puis j'ai dit que j'allais lire, je vais lire. Fait que je lis. Puis je vais continuer à lire la Bible jusqu'à aujourd'hui, là, tu sais. Je pourrais compter sur mes doigts les jours où j'ai pas lu de Bible. Puis ça inclut les jours où j'avais pas de Bible. Des circonstances X. Puis petit à petit, ben, ma vie va changer intellectuellement d'abord. Fait que j'essaie d'appliquer ce que j'ai lu, de comprendre, puis de qu'est-ce que je peux faire avec ça. Puis rapidement, mais ça va devenir quelque chose de plus gros. Je vais avoir une soirée dans ma chambre, dans ma cellule. J'écoute une chanson de Johnny Cash où ça explique que Dieu connaît tous nos péchés, puis qu'il est quand même mort pour nous. Puis je comprends à ce moment-là, pour la première fois, que j'ai pas besoin de faire semblant. J'ai pas besoin de justifier mes actions. J'ai pas besoin de prétendre. Je peux juste reconnaître mes fautes, puis elles sont pardonnées. Puis quand ça arrive, mon cœur change, puis je me suis mis à pleurer. À pleurer incroyablement, là. Puis là, il y a comme un changement de ma nature, de tout ça, qui est progressif, puis qui est encore en train de s'accomplir, tu sais. Fait que j'ai donné ma vie à Jésus en janvier 2012. Mais juste, je t'arrête juste pour que je comprenne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui vont pas à l'église, on parle souvent de cœur de pierre, cœur de chair. Je pense que c'est ce qui t'est arrivé, mais pour l'expliquer, comment tu définirais ce moment-là? Est-ce que c'est un moment où t'as compris la gravité de ton geste? Est-ce que c'est un moment où tu as été touché par l'empathie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un moment où j'ai pleuré. Donc, j'ai laissé libre cours à mes émotions pour la première fois, je sais pas depuis quand. Des années, là. Je pense pas que j'avais vécu ça depuis que j'étais enfant. Chez nous, un homme, ça pleure pas. Si tu veux brailler, je vais t'en donner une raison de brailler. Fait que je pleure. Tu sais, je pense que la gravité du meurtre, je l'avais comprise à ce moment-là. Mais c'est la gravité de toutes les autres choses. Parce que c'est facile de se concentrer sur le meurtre aux dépens de combien de vies j'ai gâché en vendant de la drogue. Combien de vies j'ai gâché en invitant des gens à vendre de la drogue. Tu sais, combien de gars qui allaient à l'école puis qui avaient 67%, ben, qui seraient probablement allés au cégep. Si je n'étais pas allé les voir pour dire, hey bro, pourquoi tu viens pas d'entendre avec nous autres, on va faire 3000$ par semaine. Puis on a 16 ans, 17 ans. C'est difficile de prendre cette décision-là à ce moment-là.
Ou les personnes que je me dis que tu as blessées autres que la victime, autour de la Oui, victime. ben c'est ça que je te dis, mais la famille, Mhm. les proches, les amis, que je continue de blesser, tu sais, Exact. je veux dire. Fait qu'il y a toute cette compréhension-là, mais à ce moment-là, ce que moi je comprends, c'est vraiment de dire Dieu, c'est tout de moi. Hmm. C'est tout, tout, tout. Puis il m'aime. Puis ça, moi, j'ai jamais vécu ça. Quelqu'un qui m'aime comme ça, inconditionnellement, Sachant ce que tu as fait, t'aimes pareil. sachant tout ce que j'ai fait. Hmm. Parce qu'il y a du monde qui savent des affaires, il y a du monde qui savent d'autres affaires. Lui, c'est tout. C'est tout. Tu sais, puis il voit ton cœur dans les choses. Moi, je me souviens en deuxième année d'avoir volé le cadeau de fête à une fille, à sa fête. Hmm. Tu sais, Non, je comprends. pas fort. En même temps, j'ai 8 ans. Fait que, tu sais, il y avait d'autres choses qui se passaient à la maison, là, qui m'ont amené à prendre cette position là-dessus, à prendre cette décision-là. Mais c'est ça. Mes valeurs étaient Dieu, c'est tout. Puis il m'aime. Hmm. Pas besoin de faire semblant, pas besoin de. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, j'ai grandi dans une famille défavorisée. Ma mère avait des problèmes. Puis là, elle s'est suicidée. Non. Je les ai faits, les choix que j'ai faits. J'ai posé les gestes que j'ai posés. Est-ce que j'étais toujours équipé de la meilleure façon pour prendre des décisions? Sans l'ombre d'un doute, non. Mais c'est moi qui l'ai fait. Puis Dieu me voit. Puis il a vu tout ça. Là, je ne le comprenais pas à ce moment-là, mais je vais te le dire aujourd'hui. Plus que ça, il voit les affaires que je vais faire après. Hmm. Tu sais, moi, j'ai ce snapshot-là de tout ce qui s'est dans le passé, mais lui, Dieu, il est en dehors du temps. Il sait ce qui s'en vient dans l'avenir. Puis malgré ça, il regarde, puis il dit, je t'aime tellement. Je vais envoyer mon fils mourir pour toi. Amen. Puis Jésus, dans son obéissance, va à la croix, Hmm. mourir ma mort. Hmm. T'as pas le choix. T'as pas le choix D'être touché, Tu peux pas comprendre. comprendre ça puis rester froid. Si tu restes froid, c'est que tu l'as pas compris. Hmm. Mais puis moi, c'est là que tout change. Fait que ça, c'est le fameux moment où ton cœur s'ouvre. Ton cœur comprend autre chose Complètement. que colère, joie. Complètement. Hmm. Wow. Complètement. Puis c'est un renouveau. C'est une nouvelle vie. C'est naître de nouveau, tu sais. Hmm. Ouais, littéralement. Manny, j'ai une question. Je sais que tu as une belle habileté à répondre, mais ma question pour toi serait si la personne que tu as tuée pouvait être là aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Si t'es vivant, je suis pas sûr de comprendre ta question. 100%. Si la personne que tu as tuée serait là aujourd'hui, vivante, tu lui dirais quoi? Je serais content. Tu sais, euh, c'est un bon gars. Hmm. C'était probablement un meilleur gars que moi. C'était un gars qui était rassembleur. C'était un bon gars. Tu sais, c'était vraiment. euh, c'est ça, c'est une vie coupée tellement courte, tu sais. S'il était là aujourd'hui, je serais. Moi, j'ai vu son père à mon deuxième procès. Puis un homme brisé, là. Complètement. Puis, puis je comprends. Hmm. Tu sais, je comprends. Je veux dire, l'impact de cette mort-là il est éternel. Comme je l'ai raconté déjà, mais ce gars-là, il avait un frère. Hmm. Ben, les enfants de son frère, là, leur oncle, il s'est fait tuer par moi. Puis quand eux autres vont avoir des enfants, tu sais, dans 10 Hmm. générations, ils vont dire hey, tel membre de notre famille s'est fait tuer. Hmm. Ils vivent avec ce traumatisme-là. Fait que, tu sais, s'il était là devant moi, Ce que j'entends, c'est. Puis je veux pas te couper l'inspiration, mais je me dis, tu sais, cette personne-là est décédée due à l'ancienne personne
comment j'essaie de bien formuler, mais dû au fait que tu es je vais le dire comme ça, mais victime d'être l'ancienne personne que tu étais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que il y a une transformation. Tu sais, je connais le Manny aujourd'hui, je connais la personne qui aide à chaque fois que je sais que le cœur t'en a été donné. Euh, mais une action comme ça a été commise, fait que je me dis, tu sais, aujourd'hui, je voulais savoir un peu ton opinion. Je pense que. Ben, tu sais, ta question, je suis pas sûr de bien. Tu sais, est-ce qu'il serait jamais mort? Ou est-ce que j'aurais essayé de le tuer? Parce que Ou, tu comprends ce que je veux dire? S'il ressuscitait, s'il ressuscitait, en fait. tu sais. Parce que souvent, ma question, ce que je veux t'emmener, c'est le pardon. Puis ma question, en fait, que je me demande, c'est on enseigne le pardon à l'Église parce qu'on veut être pardonné. Mais où est-ce que je me demandais, c'est est-ce que toi, tu t'es Oh, pardonné? moi, je t'arrêterais. On enseigne le pardon parce qu'on veut être pardonné, puis je dirais non. On enseigne le pardon parce qu'on a été pardonné. Exactement. 100%, j'ai mal formulé. Tu sais, Tu as raison. je pense que c'est ça qui est important de comprendre, tu sais. Est-ce que si moi, je me suis pardonné, moi, je garde toujours ça super simple. Jésus est mort pour mes péchés, Mhm. pour que je sois pardonné de mon péché. Oui. Dans la mesure où je choisis de vivre dans la culpabilité, je choisis de le laisser mourir pour rien. 100%. Pour moi, je sais qu'on dit tous les péchés sont égaux, il n'y a pas de grand péché, Mhm. mais il n'y a pas de plus grand péché que de faire mourir Jésus pour rien. Ça marche à tous les niveaux. La personne qui refuse de le recevoir comme Seigneur, comme Sauveur. Là. Mhm. Mais je vis dans cette réalité-là. Ça enlève rien au fait que je suis pleinement conscient. Écoute, c'est un gars qui avait 21 ans. Mhm. J'étais 42, là. Je suis rendu vieux. Je comprends. Tu nous replonges un peu C'est dans ce temps-là. fou, là. Qu'est-ce qu'il aurait pu accomplir avec sa vie? Mhm. Moi qui ai changé ma vie, comment que lui aurait pu changer sa vie? Moi qui réussis à avoir un petit impact positif. Sans prétention, là, mais je pense que je réussis à avoir un petit impact. Quel impact positif est-ce que lui aurait pu avoir? 100%. La personne que je suis ici, égoïstement pour répondre à ta question, est-ce que lui serait capable de me pardonner? Je serais content de l'avoir comme chum. Mhm. Il me reste pas de chum de cette époque-là, moi. Mhm. En même temps, tu tues quelqu'un, c'est difficile de rester chum avec quelqu'un qui a tué un autre chum. Je peux Tu comprendre, comprends, mais... mais c'est un peu ce qui nous est enseigné aussi. Mhm. Tu sais, aujourd'hui, je comprends qu'il y a une action derrière, mais Mais c'est ça, attends. mais je suis pas à la même place que... Ce mode de vie-là, là, ça rend les gens dysfonctionnels. Mhm. Tu sais, 100%. fait qu'il y en a qui se sont mis à consommer, Mhm. il y en a qui se sont fait arrêter, il y en a qui se sont jamais fait arrêter, puis qui sont juste restés là-dedans, tu sais, mais le résultat, c'est que, tu sais, moi, je vais à l'église le dimanche, là. Notre pasteur, c'est un ancien chef. Mhm. Puis il y a 4-5 gars que je sais qui travaillent avec lui en restauration avant qu'il donne sa vie à Jésus, puis qui viennent à notre église. Puis moi, c'est une prière que j'ai priée avec lui, tu sais, puis j'aimerais ça. Moi, je rêve du jour où, je sais pas à quel point tu es ouvert avec toute ton histoire, tu sais, mais toi, tu m'es cher. Mhm. Parce que je suis capable de m'asseoir puis d'avoir une conversation avec toi, puis il n'y a pas... Mhm. t'es pas tant surpris ou choqué de quelque chose que je te dis. Là, tu comprends un petit peu les points de référence, tu sais. 100%. Il n'y a pas beaucoup de monde à l'église, là, qui ont ça. Je raconte toujours la même histoire, là. Puis je dis, si l'histoire que la personne a à raconter, c'est je suis allé au bar, je me suis saoulé, je me suis battu, j'ai poignardé quelqu'un. Oui. Si tu vas le dire à quelqu'un à l'église, c'est pas du jugement. 50% du monde vont dire ah, t'es allé dans un bar. Tout de Ouais. suite, l'histoire à la Ouais. Fait que là, tu continues pas. Ouais. Là, t'as un autre 15% qui vont dire tu t'es battu. Ouais. L'histoire, elle arrête. Tu t'es saoulé. Tu t'es battu. Tu l'as poignardé. Puis moi, je vais dire puis il est arrivé quoi après? Mhm. Ouais. Si je te raconte le même. On est capable. Moi, je rêve du jour où je vais. Combien de gars qui ont vécu la vie que j'ai vécue
puis qui restent pognés dans quelque chose de médiocre quand il y a quelque chose de tellement mieux. 100%. Je rêve au jour où, tu sais, on a encore le ministère de la prison. Il y a peut-être un mois, il y a 2 gars qui sont allés donner leur vie à Jésus. Je prie que, mais qu'ils soient libérés, ils viennent à l'Église. Amen. Il y en a plein qui sont venus, puis ils viennent une couple de semaines, puis ils reviennent plus. Investis-toi à l'Église. Moi, je rêve du jour où il va y avoir un ministère de... Appelle ça comme tu veux, là, ex-délinquant, ex-bandit, peu importe. Peu importe. Mais des hommes qui ont vécu ces choses-là, qui ont fait ces choses-là, qui se sont repentis sincèrement, qui sont venus à Dieu, puis qui sont capables d'encourager des gens. Moi, je vais avoir du fun, là. Ben oui. Tu comprends? Parce que tu peux connecter, tu peux relate avec eux, tu peux les comprendre, au lieu d'en avoir peur ou d'en juger quelque chose. Exactement. Tu sais, on peut avoir le cœur ouvert, mais si nos expériences sont complètement dissimilaires, c'est difficile de connecter des fois, tu sais. Je pense qu'on peut pas comprendre. Il y a des affaires que tu peux pas comprendre. Il y a des affaires que... C'est ça. Je pense à des gens à l'église, je me dis, c'est impossible sur leur niveau de compréhension de se rendre là. Ils n'arrivent même pas autour du building. Non. Ils sont même pas dans la même ville. Non. Puis tant mieux. Tu sais, alors que je me prépare à avoir des enfants, je me dis, je souhaite ça à mes enfants. Qu'ils sachent jamais c'est quoi cette réalité-là. 100%. Tu comprends que ça ne fasse pas en toute partie de ce qu'ils connaissent. Par contre, ce que je peux dire, puis non, tu as raison, j'en parle jamais. J'ai eu une certaine enfance à moi. Par contre, pour avoir connu un côté, je vais dire, mauvais, d'avoir connu, mettons, plus qu'est-ce qui est, je vais l'appeler dans la lumière, ben c'est ce qui te permet de dire ce qui est bon ou ce qui est mal. C'est d'avoir connu que du bon ou d'avoir connu que du mal, je peux te dire, pour moi, c'est de dire, regarde, j'ai connu ça, j'ai vu ça, je me plaçais là. Il y a dans ce que tu viens de dire quelque chose qui rend cette décision-là plus facile. Mais il y a dans l'humilité, puis de s'accrocher à la parole de Dieu au-dessus de nos expériences, puis de dire, je sais ce qui est bien, puis je sais ce qui est mal. Puis moi, c'est ça que j'admire, puis c'est ça que je souhaite pour mes enfants. Qu'ils soient assez humbles, puis qu'ils disent, tu sais quoi, la Bible dit ça, je vais le faire. Exactement. J'ai pas besoin de me mettre la main dans le feu pour savoir que c'est chaud. Tu sais? C'est l'obéissance. Ben, tu te sauves des bosses puis des cicatrices. Je comprends. Je serais bien moins magané. Ouais. Je serais bien moins magané si j'avais été obéissant dès le départ. Manny, quelle est la perception face au fait d'avoir enfreint un commandement de Dieu, tout en sachant qu'il pardonne tout? Ressens-tu de la crainte face au jour du jugement? Aucune. La beauté de la vie chrétienne, c'est ça. C'est l'assurance, la certitude ferme que le jour où je mourrai, je serai devant Dieu, devant Jésus, puis je vais le connaître. Amen. Puis il va m'accueillir, puis il va être content de me voir, puis il va dire... Paul dit, je sais pas c'est quoi en français, mais bien fait, mon bon serviteur. Well done, my good and faithful servant. Ça, moi, je suis convaincu de ça. Merveilleux. Amen. Manny, très belle histoire de ton parcours, témoignage incroyable. Il y a quelque chose de beau quand on est sorti d'une tragédie aujourd'hui. Tu portes ta voix pour aider beaucoup de gens, donc quelque chose comme ton podcast qui m'apporte à ce qu'on en parle. Manny, ton podcast vit un succès important grâce à son authenticité et son ouverture à la compréhension. Quand as-tu lancé pour de vrai? Avais-tu un but précis en tête? Tellement pas. J'ai pas lancé pour de vrai. Tu sais, je pense que le crédit revient à Jay. J'en ai parlé, mais d'avoir le courage de s'exposer comme ça. L'idée à la base, c'était... C'est drôle parce que je pense qu'on est dans le même studio, là, tu sais, mais lui, il faisait un autre podcast, puis là, il est allé le refaire, puis je le connaissais pas, moi. Puis là, quand j'ai vu le Reel sur Instagram, j'ai regardé les anciens épisodes, puis je regardais ça, puis je regardais le gars, puis je le reconnaissais pas. Puis je regardais les gens qui étaient les invités, puis je savais pas c'était qui. Puis je me suis dit, ce serait tellement une belle conversation de regarder le passé. Tu sais, je peux te dire qui que j'étais, puis à quel point que j'ai changé. Ouais. Tu peux te faire une idée, mais tu le sais pas. Jay, tout le monde le sait c'était qui. C'était lui le Kay. Mais tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Fait que cette idée-là d'aller regarder le passé, puis c'est comme ça que j'ai dit. J'ai dit, ça serait hâte de s'asseoir, puis juste, regarde les anciennes vidéos, à quoi tu pensais, c'était quoi ton état d'esprit, comment tu abordais les choses, c'était qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là. Puis, il était down. Fait qu'on est allé, on a filmé,
On a emprunté du stock à gauche, à droite. Puis on a regardé... Le plan, c'est de regarder un épisode de son ancien podcast, puis de l'analyser. Puis on a parlé 1h45, je pense, puis on avait fait 10 minutes du podcast. Puis là, on a dit, oh, ben, on pourrait recommencer la conversation la semaine prochaine. Puis on l'a refait la semaine d'après. Je pense que c'est la 2e ou la 3e semaine que... Parce que là, on préparait. Fait que on n'a pas le launch tout de suite quand on l'a filmé. Puis là, on cherchait un nom, puis on débattait, puis tout ça. Puis on s'en venait avec l'auto, puis tout le long, on n'arrêtait pas de dire « Ouais, mais pour de vrai, ça devrait être ça. » Tu sais, puis pour de vrai, c'est une bonne conversation. Pour de vrai, c'est quelque chose qu'il faut parler. Pour de vrai... Puis à un moment donné, ça a cliqué, je dis « Ça devrait être ça, le nom du show. Pour de vrai. Parce que c'est ça. C'est pour de vrai. On prétend pas, on fait pas semblant. On est deux gars qui sont des fois intelligents, des fois pas tant, des fois sharp, des fois un petit peu mêlés. 2 générations différentes. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement beau là-dedans. On se regarde les deux. Là, tu sais, le podcast a commencé, puis les commentaires, c'était « C'est qui le vieux chauve? » Puis c'est ça, tu sais. Cette semaine, il y a quelqu'un qui a dit « C'est qui l'Asiatique qui anime le podcast? » Tu sais, fait que on a différentes... OK. Tu sais, il y a différentes dynamiques, puis tout ça. On est capable de rejoindre des gens différents. On a des expériences complètement différentes. Un sauveur. Puis tu sais, tantôt, tu l'as présenté comme un podcast chrétien, puis moi, je le présente pas du tout comme ça. On est des chrétiens qui faisons un podcast. Fait que oui, notre foi transparaît dans ce qu'on fait, mais c'est pas un podcast que je t'invite puis que je te dis « Jésus! » Tu sais, je veux t'entendre, je veux te parler un petit peu comme on le fait là. Puis Dieu transcende, traverse, transpire toutes les situations. Tu sais. Fait que si t'es là puis que tu regardes un peu, tu vas le voir. C'est ça, ça se développe, ça va bien. C'est le fun. Ça touche des gens. Ça change des perceptions dans une province qui a beaucoup de difficultés à entendre parler de Dieu puis de Jésus. Fait que c'est le fun. Je suis béni de pouvoir faire ça puis que Dieu m'utilise pour le faire puis de l'impact que ça a. 100%. Manny, les sujets abordés à Pour de vrai touchent et font réfléchir de nombreux auditeurs. Y a-t-il un moment qui t'a fait réaliser à quel point ton podcast pouvait réellement faire une différence? Non. Je te dirais personnellement, tu sais, je crois à... Chaque action est significative. Puis c'est pas parce que je suis en avant d'une caméra que ça a plus d'impact que d'autres choses. On touche des gens, on touche des vies dans tout ce qu'on fait. Fait que 100%. je suis pas sûr que non, j'aurais un... En fait, c'est que tu l'as dit un peu quand vous l'avez commencé, vous ne saviez pas trop où vous en aller. Mais aujourd'hui, clairement, moi, je la vois de l'extérieur surtout. Je vois l'impact, je vois les gens qui en parlent, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis ce que j'ai remarqué dans votre podcast, c'est cette espèce de non-jugement, d'ouverture à discuter des choses et des gens qui vous ont même jugé ou qui, qui vivent pas clairement comme vous, puis vous êtes dit comme viens, on va en parler. Tu sais, il y a cette espèce de non-jugement-là, puis il y a quelque chose qui est de beau, puis tu sais, on voit que ça fait réfléchir, puis ça apporte une grande éducation. Je pense une grosse ouverture. C'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup dans notre société où je veux pas t'imposer ma façon de voir les choses. Exact. On vit dans une société où si t'es pas d'accord avec ces principes-là, t'es un monstre, t'es un méchant, puis on va te cancel. Ouais. Puis nous autres, je suis convaincu que ce que la Bible dit, c'est vrai. Tu me feras jamais changer de perception là-dessus. Mais si t'es pas d'accord, là, je te forcerai pas à accepter Jésus. Je suis convaincu que ta vie serait mieux si tu donnais ta vie à Jésus. Tu choisissais de vivre selon les principes de la Bible. Aucun doute. Si tu veux pas ça, c'est correct. Ça t'appartient entièrement, puis je suis curieux de t'entendre. Parce que je reviens à ça. Chaque expérience pointe à Dieu. Chaque chose qu'on observe pointe à Dieu. Fait que, peu importe c'est quoi ton histoire, Dieu est dedans. Parce que c'est Dieu qui t'a créé au début, puis le monde dans lequel tu le vis a été créé par lui. Fait que tu peux choisir de t'aveugler tant que tu veux. Puis ma job, c'est pas de t'ouvrir les yeux. Ma job, c'est de te pointer. T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? Puis si tu choisis de te garder les yeux fermés,
Ça t'appartient. C'est correct. Puis peut-être que ce sera demain. Peut-être que ce sera dans 6 mois. On est appelé à semer des graines, à partager la bonne nouvelle. Moi, je sauve personne. Jésus sauve. 100%. Je leur parle de Jésus. Moi, je suis juste le gars qui dit « Hey, t'as-tu vu? Oh, t'as-tu pensé à ça? » C'est ça. Moi, c'est ce que j'aime faire. Puis j'aime la conversation, fait que je pense que c'est un bon fit. 100%. Manny, dis-moi pourquoi tu as décidé de raconter ton témoignage au grand jour suite à ton histoire. T'es-tu donné comme mission d'aider les jeunes à choisir un meilleur chemin? Psaume 107, verset 2. Let the redeemed of the Lord say so. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Si tu me vois ici aujourd'hui, là, je te dis pas que j'ai fait de la prison, tu le sauras pas. Si je te dis pas que j'ai tué, tu le sauras pas. Je suis pas un gars plein de tatous. Coupe de cicatrices, je suis un peu magané, là, mais somme toute, je suis capable de me présenter de façon correcte. Si tu me pognes un dimanche matin et que j'ai mon soute, là, Tu peux pas le savoir. t'as aucune idée de c'est quoi mon passé. Je t'avouerais que quand je t'ai rencontré à l'église, tu m'as accueilli, j'aurais jamais pensé. Exactement, mais c'est ça. Mais on a tous un témoignage. On était tous perdus. Ouais. Puis, moi, c'est le verset que j'avais à cœur. Pourquoi je l'avais à cœur, je ne sais pas, mais si tu vas me voir sur Instagram, Manny said so. En anglais, c'est Let the redeemed of the Lord say so. Fait que c'est que les rachetés de l'Éternel le disent. Mon nom, c'est Manny l'a dit. Tu comprends-tu? C'est ça le nom. OK. Moi, je vais te le dire. Mm. Parce que c'est la seule façon que tu peux savoir ce que Dieu a fait dans ma vie. Tu peux pas comprendre ce que... Puis même, je te l'explique, tu peux pas le comprendre. Mhm. Mais tu peux avoir une idée en entendant, ben, je vois cette personne-là devant moi, puis il était là. Mm. Tu sais, puis aujourd'hui, j'en vois le fruit, là. Tu sais, si tu savais le nombre de personnes qui s'assoient avec moi puis qui disent « J'ai entendu ton histoire, puis je me suis dit, si ce gars-là, il est capable d'être accepté par Dieu, c'est sûr que moi aussi, je vais être accepté. » tu sais. Mais tant mieux. Tant mieux. Je me souviens, j'étais allé shout-out à l'Église de la Victoire où on a fait un podcast récemment, tu sais, puis j'étais allé donner mon témoignage là, puis mon appel au salut, c'était ça. C'était « Si t'as fait pire que moi, je peux pas te garantir que Dieu va t'accepter. » La Bible dit oui, mais moi, je peux pas te le garantir. Mais si t'as fait pire, si t'as fait la même chose que moi ou moins, je te garantis que Dieu va te recevoir. Il va te recevoir, il va t'aimer, il va changer ta vie. C'est l'obéissance. Dieu nous appelle. L'Apocalypse dit, on vainc. Je traduis du mieux que je peux. Peut-être que c'est pas bon, là. Si on était sur mon podcast, je dirais que ça va être écrit en bas, là. On réussit à vaincre par la force du sang et de notre témoignage. Le sang de Jésus qui nous lave, mais le témoignage. Si on ne partage pas nos témoignages, on a tous vécu quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être grandiose comme ça, là. On a tous vécu des douleurs, des déceptions, des peines, des choses qui nous touchent de façon incroyable. Puis si on en revient à Dieu, si on se fie à lui, il nous fait passer à travers tout ça. Fait que c'est pour ça que je le dis. Pour encourager les gens. Parce qu'il y a des gens qui, moi, m'ont encouragé. 100%. 100%, Manny, puis je tiens à le dire que je le vois. C'est pour les gens qui nous écoutent, ils l'ont peut-être pas vu, mais moi, je le vois. À chaque instant, même moi qui est déjà venu s'asseoir avec toi, des conversations qu'on a eues. C'est rare, je prends une conversation avec des gens, puis je veux dire, avec un niveau intellectuel de compréhension, d'intelligence émotionnelle complètement incroyable, avec qui on peut amener des conversations à un autre niveau. Et cette aptitude-là t'a amené à impacter beaucoup de gens sur ton chemin. Beaucoup de jeunes hommes à l'église pour qui je sais que tu ramènes une parole de sagesse puis que tu as un impact dans leur vie. Fait que merci surtout pour ça. Puis je le dis au nom de tous les jeunes de GLC. Merci à toi. Manny, ça m'apporte un petit segment de l'impact positif. On a posé ma question, fameuse question qui est dis-moi pourquoi. Impact positif aujourd'hui. Manny, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui se trouve dans la même situation que toi d'autres fois et qui désire s'en sortir? Fais confiance à Dieu. À la mesure où tu vas faire confiance à Dieu, Dieu va accomplir des miracles dans ta vie. Je suis sorti de prison après 18 ans. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans mon CV en 18 ans. J'ai un dossier criminel. Puis j'ai fait confiance à Dieu que tout allait bien se passer. J'ai pas mis de limitation.
beaucoup de gens qui parlent dans le domaine du développement personnel de pensée limitante. Il n'y a pas de pensée limitante sur Dieu. Fais confiance à Dieu, accroche-toi à Dieu, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Lis la parole. Va à l'église. Sers. Donne. Puis tu ne manqueras jamais de rien. C'est simple comme ça. C'est complètement l'inverse du... Tu sais, si je parle à cette personne-là qui est dans ce mode de vie-là, c'est complètement l'inverse de son mode de vie. Puis peut-être que tu as vécu des choses difficiles. Je donne beaucoup l'exemple d'un 25 sous. Si tu flippes un 25 sous, les chances que ça tombe pile ou face, tout le monde le sait, c'est 50-50. Mais la réalité, c'est que tu peux flipper un 25 sous 10 fois en ligne, puis il va tomber pile. Quitte les fois. Est-ce que ça veut dire que les probabilités ont changé? Pas du tout. Mais ça veut dire que tu as plein de faces qui s'en viennent tantôt. Fait que si tu as eu des mauvaises expériences, ancre-toi pas dans ces mauvaises expériences-là. Fais confiance à Dieu, qui est celui qui nous rachète, qui nous transforme, qui va être capable de racheter puis de transformer ces expériences-là. Tu sais, moi, je l'ai vécu cet été, mais moi, je vendais au coin de Drummond, Sainte-Catherine. Mon quartier général, il était là. C'était de là qu'on opérait. On était sur des téléphones, fait qu'on tenait pas un coin de rue, mais il y avait un barbershop, on était toujours là. C'était notre spot. Puis cet été, c'est pas moi qui ai choisi la place. J'ai appelé à plein de locaux qui étaient alloués sur Sainte-Catherine. Puis celui qu'ils nous ont donné, c'était le seul qui a accepté de nous le louer, était sur Drummond, Sainte-Catherine. Puis si on regarde dans la Bible, ça arrive souvent. Dieu prend quelque chose puis il le renomme. Il lui donne une nouvelle identité. Il change le sens, la signification de cette chose-là, de cet endroit-là. Cet été, on a prêché la parole 34 jours. On a fait 67 services. 1000 personnes qui ont... Plus que 1000 personnes qui ont été sauvées. 28 baptêmes. Quand je vais marcher sur Sainte-Catherine avec mon petit gars, puis qu'on va faire Peel, Stanley, puis qu'on va arriver au coin de Drummond, l'histoire que je vais y raconter, c'est pas « Papa vendait de la dope là ». C'est ici qu'on a fait Revival Montreal. C'est là que ça s'est passé. Je le vis présentement avec ma femme qui a un resto dans le quartier où j'ai grandi, où j'ai fait le bordel. Je veux juste comprendre. Yes. L'adresse qu'on a priée pendant 30 jours, que vous avez prié, je suis venu encourager, mais c'était cette adresse-là précisément? Non, c'était sur le même bloc. Ça, OK, parfait. Ouais, c'était pas la même place. Quand même. À l'époque, c'était un PLS. Fait que c'était pas... OK. Mais c'était le même bloc. Puis aujourd'hui, tu dis le resto? Bien, le resto de ma femme, c'est la même chose. C'est dans le quartier où j'ai grandi, où j'ai foutu le bordel un petit peu. Puis là, j'y vais, puis c'est complètement différent. Puis je vois l'impact. Dieu transforme la signification des choses, des lieux, des gens. Les gens qui ont connu Manny dans les années 90, début des années 2000, c'est pas le même Manny qu'ils verra aujourd'hui. 100%. Fait qu'il change, il transforme, mais pas juste nous. Les endroits, il y a une nouvelle signification à tout ça. Ça, c'est incroyable. On parle souvent de foi, mais pour les jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que la foi exactement et en quoi t'a-t-elle aidé à devenir la personne que tu es aujourd'hui? J'ai une nouvelle définition de la foi. Je parlais avec Pasteur Sam Lecomte, qui est un géant de la foi au Québec. Puis il m'a posé cette même question-là, puis j'ai répondu la réponse que j'ai appris au collège biblique, Hébreux 11:1. Puis il a dit, c'est bien, mais il a dit, la foi, c'est de prendre la bonne décision à tous les coups. C'est ça, la foi. C'est de faire confiance à Dieu que si je fais ce que j'ai à faire, les choses vont bien fonctionner. C'est de ne pas prendre de raccourcis. C'est de ne pas tricher, c'est de ne pas voler. C'est de ne pas mentir. C'est de prendre la bonne décision à tous les coups. Wow. Même si je ne vois pas que ça va m'apporter plus là. S'il y a 100$ qui tombent de tes poches, la bonne décision, c'est de dire « Hey, Yannick, tu as échappé 100$, tiens, je te le redonne. » La tentation peut être de dire « Oh, le 100$, je le mets dans mes... » C'est pas la bonne chose à faire. La foi, c'est ça. C'est de faire confiance que Dieu va faire toutes choses concordées pour ton bien. Fait que tu fais juste ce que tu as à faire. C'est ça, la foi. J'adore. Ça vient pas de moi. Pasteur Sam, shout out. Shout out, Pasteur Sam. C'est fâcheux, ça m'a impacté bien gros. Ouais. Manu, aujourd'hui, ton histoire inspire de personne en personne. Si tu pouvais faire en sorte que les gens retiennent une seule chose de ton histoire, ce serait quoi? Il n'y a rien de trop grave pour Dieu. Le summum de la fierté, c'est de dire que Dieu ne peut rien faire pour moi. Que je suis trop perdu pour que Dieu puisse m'accepter.
viens à Jésus. Viens à Jésus. Ouvre une Bible, lis-la. Oublie ce que tu as entendu sur l'église de ta grand-mère puis de ton grand-père. Oublie ce que tu as vu dans des documentaires. Viens à Jésus. Invoque le nom de Jésus. Envoie-moi un DM, on va prier ensemble. Jésus. 100%. Manny, merci énormément de ton temps. Merci d'avoir pris le temps de venir ici à ma première saison de L'Envers de la médaille. Manny, aussi qu'on peut trouver, podcast pour de vrai, Manny. Pour de vrai.talkshow sur YouTube. Pour de vrai.talkshow sur Instagram. Pour de vrai.talkshow sur TikTok. Sur Facebook. C'est pour de vrai. Pour de vrai. Puis Manny Sedso sur Instagram. Manny.sedso sur TikTok. Je suis plus actif sur Instagram. Fait que venez me voir sur Instagram. Good News Chapel. Yeah. Venez me voir. 5845 Boulevard Couture. On est là les vendredis soirs, Remnant. Puis les dimanches matins à 10h30. Mais arrivez plus tôt si vous voulez vous stationner. That's it. Let's go. Merci, Manny. Merci à toi, Yann. Let's go.